Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Londres, le 15 mars 1912. Le président des Assises de Londres s'adresse à l'accusé. Frederick Henry Seddon, vous avez été reconnu coupable d'assassinat. Avez-vous une déclaration à faire qui soit susceptible de modifier les intentions de la Cour en ce qui concerne la peine qu'elle compte vous appliquer? Il est rare, voyez-vous, que quelque chose d'inattendu arrive derrière cette question traditionnelle qui suit un verdict de mort. Il est rare aussi que l'accusé utilise le droit de parler une dernière fois devant ses juges avant qu'il ne prononce la peine. Le choc est si grand devant la réalité de cette décision de mort que l'on va peut-être signifier à un homme que l'homme ne trouve rien à ajouter, sauf peut-être le traditionnel « je suis innocent ». Mais Frederick Henry Seddon est un homme inattendu. Il se lève, sort lentement de sa poche un carnet de notes et d'une voix posée d'un ton régulier, il entame un long exposé. L'effet n'est pas immédiat car le condamné, en levant haut la tête, commence par dire « J'affirme que je suis innocent et je nie ma responsabilité dans les faits qui me sont reprochés. » Il prend un temps, un silence, puis regarde le président du tribunal droit dans les yeux. « Monsieur le Président, vous êtes franc-maçon comme moi. Comme moi, vous savez que tous les membres de notre confrérie sont tenus par le serment de s'aider les uns les autres, surtout lorsque l'un d'eux est en danger. Monsieur le Président, devant le grand maître de l'ordre, je déclare que je suis innocent du crime dont on m'accuse. » L'accusé vient de jouer sa dernière carte. Le président est franc-maçon, l'accusé aussi. Tous les deux le savent. Mais c'est la première fois dans les annales judiciaires anglaises qu'un accusé ose faire état de ce lien à haute voix et en public. Le silence s'installe dans la salle d'audience. Le président reste figé d'émotion. Pendant une bonne minute, on entendra dans la grande salle des assises que le tic-tac de l'horloge, et ce suspense inattendu n'est pas, voyez-vous, ce qu'il y a de plus extraordinaire dans le cas de Frederick Henry Seddon. La voix du président tremble d'émotion. Manifestement, cet appel lui a ôté tous ses moyens. Je considère le verdict de la Cour juste et motivé. À l'étonnement du public silencieux, on s'aperçoit même que le président tente vainement de s'empêcher de pleurer. Nous sommes, vous et moi, membres de la même confrérie. C'est pourquoi il m'est d'autant plus difficile de vous dire ce que j'ai à vous dire maintenant. Henry Seddon,
Vous êtes condamné à être transféré dans une maison d'arrêt. De là, vous serez conduit au lieu d'exécution et pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'ensuive. Votre corps sera enseveli dans l'enceinte de la prison. Que Dieu ait pitié de votre âme. On n'a jamais vu un président de tribunal pleurer en prononçant une sentence, même une sentence de mort. En fait, il est totalement inhabituel qu'un président de tribunal ait l'air, d'une manière ou d'une autre, de ne pas être d'accord avec une sentence. Quoi qu'il arrive, les jurés sont souverains et un magistrat doit s'incliner. Mais la franc-maçonnerie en Angleterre et ailleurs crée des liens exceptionnels entre ses membres. D'autre part, le président avait peut-être lui aussi une intime conviction sur l'affaire Henry Seddon, la célèbre affaire Seddon qui mobilisera l'opinion anglaise pendant des mois. Il y a 3 personnages dans cette histoire, 3 personnages qui méritent ce que nous appellerons humblement une étude de caractère. Faisons d'abord la connaissance de Miss Barrow, une bien drôle de femme. Disons-le tout de suite, une vieille fille de toute éternité. Il y a comme cela des femmes qui sont vieilles à 20 ans et ne font rien pour que ça change. Eliza Barrow, depuis qu'elle a 20 ans, se connaît mieux que n'importe qui. Elle a le teint brouillé, une mauvaise vue et des boutons sur le nez, c'est irrémédiable. Depuis sa plus tendre enfance, elle a toujours rechigné sur la nourriture. On dirait maintenant qu'elle est anorexique, mais le pensionnat et les cornettes des religieuses en 1880 à Londres se moquaient bien de l'anorexie. On mangeait la soupe matin et soir, ou on ne la mangeait pas, c'était tout. Miss Barrow, qui a 48 ans en 1910, est donc maigre, désespérément maigre. Cela aussi est irrémédiable. Tout ceci pour nous faire comprendre son caractère et lui attribuer quelques excuses. Elle est querelleuse à propos de tout et de rien. Un œuf plus petit qu'un autre chez la crémière suffit pour entamer une discussion interminable. D'autant plus que Miss Barrow est près de ses sous, très, très, très près. Et mieux vaut le dire tout de suite, car c'est important pour la compréhension des faits. Elle est avare. Excentrique aussi, de la vie des voisins. En fait, cela n'a rien de tellement excentrique d'adopter un petit orphelin. Le besoin de tendresse et l'instinct de maternité peuvent aller de pair avec l'état de vieille fille, justement. Mais ce que l'on pardonne le moins à Miss Barrow, c'est d'être désordonnée et sale. En juin 1910, ayant lu une annonce dans le journal, elle se présente au domicile d'Henry Seddon, le propriétaire d'un petit appartement à louer. Elle s'y installe et rapidement le transforme en véritable cabane à lapins. Il y a là son petit protégé, Ernest, qui a 10 ans, quelques chats et un couple vaguement cousin du petit Ernest. Cela fait trop de monde dans l'appartement et Henry Seddon se fâche en expulsant vigoureusement les cousins. À partir de ce jour, Miss Barrow et son propriétaire auront des relations un peu mystérieuses et connues d'eux seuls. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on y parle beaucoup d'argent, car Miss Barrow, qui vit misérablement, a de l'argent. 4000 livres d'économie, des actions, des pièces d'or et des billets de banque. Elle garde tout ça chez elle, jalousement. Elle a peur des banquiers. Mais rien n'est plus angoissant pour un avare que de dormir sur sa fortune tous les soirs. Henry Seddon, son propriétaire, s'en est rendu compte. Henry Seddon, que nous avons vu tout à l'heure devant les assises de Londres, est un homme intelligent, un homme d'affaires intelligent. Il a 40 ans. Depuis 20 ans, il travaille dans une compagnie d'assurance où il a réussi fort brillamment. Bien que le mot n'existe pas en 1910, disons qu'il est cadre supérieur. Il a sous ses ordres
une armée de représentants et d'encaisseurs qui ne l'aiment pas beaucoup, mais ses patrons l'apprécient. Pour lui, c'est l'essentiel. Lui aussi est près de ses sous. Il les a amassés patiemment, régulièrement, les a placés et les défend avec âpreté. Sa femme et ses 5 enfants le craignent un peu, mais tout compte fait pour son entourage, cet homme est irréprochable et l'on peut avoir en lui une confiance totale. Cette confiance, Miss Barrow va l'avoir aussi. Et pourtant, Dieu sait qu'elle n'a confiance en personne, pas même dans sa plus proche famille, qu'elle accuse facilement de vouloir la dépouiller. Bref, 1 an après s'être installée au dernier étage de l'immeuble d'Henry Seddon, elle lui confie toutes ses économies. Seddon se charge de les placer et de lui servir une rente or de 3 livres par semaine. La transaction est d'ailleurs fort honnête, Seddon est aussi avare que Miss Barrow et finalement, il est logique que 2 avares se fassent confiance. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Le 3e personnage de cette histoire, bien qu'un peu falot en comparaison des 2 autres, c'est Madame Seddon. Il faut bien en parler puisque l'histoire la concerne et que c'est elle qui la finira. Vous verrez comment. Madame Seddon a 34 ans, elle n'est ni belle ni laide. Un peu vieillie par 5 enfants. Impressionnée par la réussite sociale de son mari, elle lui obéit en tout. Elle ne comptera guère dans l'histoire avant sa conclusion, et nous passerons rapidement sur ce personnage pour en arriver à quelque chose de plus intéressant, la mort de Miss Barrow. Miss Barrow tombe malade le 1er septembre 1911. À Londres, c'est la canicule. C'est la fin d'un été si chaud que la météo anglaise en parle encore. Le médecin de la famille Seddon, appelé en consultation, est catégorique. Fièvre typhoïde, dit-il. Ce n'est pas étonnant avec cette chaleur. Ce que n'ose pas dire le médecin sur le moment, nous le dirons pour lui. L'incroyable désordre et la saleté repoussante qui règnent dans le logis de Miss Barrow ne font rien pour arranger les choses. Quelques bonnes centaines de mouches s'y promènent en toute quiétude. C'est une véritable invasion. Mais l'on a beau raisonner Miss Barrow, tout ce que l'on obtient d'elle, c'est la permission d'installer du papier tue-mouche un peu partout dans l'appartement. De plus, elle refuse les médicaments, c'est cher, et ne veut pas entendre parler de l'hôpital. Elle veut garder auprès d'elle son petit protégé. Pour la dernière fois, le 13 septembre, Miss Barrow reçoit la visite du médecin. Elle est au plus mal et dicte à Henry Seddon ses dernières volontés. Tous ses biens personnels à Ernest, l'orphelin, et à sa propre sœur. Seddon étant nommé exécuteur testamentaire. À minuit, elle agonise. Madame Seddon s'installe auprès d'elle pour la veiller, tandis que son mari lit le journal et fume sa pipe dans son bureau. Il n'appelle pas le médecin. Il n'ira le voir qu'à l'aube pour lui demander un constat de décès et un permis d'inhumer. Voici maintenant, dans l'ordre chronologique, tout ce qui va paraître bizarre dans la mort de Miss Barrow, tout ce qui va faire que Henry Seddon et sa femme vont se retrouver accusés de meurtre par la famille de Miss Barrow. Cette famille qu'elle ne voulait plus voir de peur qu'elle lui prenne ses économies. Le premier épisode se passe au commissariat de police au cours d'une confrontation entre la sœur de Miss Barrow et Henry Seddon. C'est la sœur qui parle. Elle est agressive. Son adversaire est calme. « Mais il ne nous a pas prévenus, ni de la mort, ni de l'enterrement. » « J'ai envoyé une lettre. J'en ai un double à votre disposition. »« Il a envoyé le petit Ernest au bord de la mer avec ses autres enfants. Il ne voulait pas qu'il parle. » Cet enfant avait besoin d'air. N'importe qui le comprendrait facilement. Il dit qu'il n'a pas trouvé d'argent chez ma sœur. 9 livres et 20 shillings, c'est tout. Elle m'avait fait placer le reste, et je lui versai une rente. Il n'a donné que 4 livres pour l'enterrement, et encore il a touché une commission de 12 shillings des pompes funèbres. C'est normal. C'est moi qui les avais prévenus. Quelqu'un l'a vu compter de l'or le jour de la mort de ma pauvre sœur.
Madame, je fais ça toute la journée. C'est mon métier. Bref, de détails sordides en détails sordides, vrais ou faux, la famille entière de Miss Barrow, d'une seule voix, accuse. « Il l'a empoisonné !» Bon, dit le commissaire. Nous allons voir ça. C'est vite vu par un expert chimiste. Le corps de Miss Barrow contenait encore 2 grains d'arsenic, c'est-à-dire largement la dose mortelle. Étant donné que le poison a été rapidement absorbé, on peut en déduire que la victime a ingéré au total 5 grains d'arsenic. Il s'agit d'un empoisonnement criminel. Voilà. Cela se passait le 4 décembre 1911 et Henry Seddon fut arrêté le jour même. Quelque temps plus tard, en 1912, sa femme était également arrêtée sur présomption de complicité. En effet, l'enquête avait établi qu'à diverses reprises, elle avait changé en or de l'argent ayant appartenu à Miss Barrow et sous un faux nom. Petite histoire d'empoisonnement, direz-vous, la cupidité et l'avarice ont mené jusqu'au meurtre. C'est possible, mais comment? Comment Miss Barrow a-t-elle avalé de l'arsenic? Car elle en a avalé une dose mortelle, c'est certain. Il ne s'agit pas ici de l'éternelle discussion à propos de l'arsenic, dose naturelle ou pas. On a bel et bien empoisonné Miss Barrow. Bien entendu, comme dans tout procès d'empoisonnement à l'arsenic, on se met bientôt à couper les cheveux en 4. Et ce n'est pas une image. L'accusation affirme que le poison a été donné en 24 heures. La défense prétend que c'est un empoisonnement lent et accidentel. Mais d'où vient le poison? C'est là, vous voyez, que ce dossier est bizarre. Souvenez-vous, je vous l'ai dit à propos de Miss Barrow en vous la décrivant. Elle est extrêmement désordonnée, son appartement est sale. Si sale, surtout pendant sa maladie, que des centaines de mouches s'y ébattent à leur aise. Le médecin lui-même en a été horrifié et il le rapportera au procès. Alors que faisait-on contre les mouches en 1910? Oh, beaucoup d'entre vous s'en souviennent. Ce n'était ni joli, ni pratique, ni très hygiénique, mais on n'avait que ça. Le papier tue-mouche. Ces rouleaux de papier enduits de colle et de poison sur lesquels venaient se prendre les pattes des mouches. Et l'on disait bien aux enfants de ne pas y toucher, à cause du poison, à cause de l'arsenic. Ce papier tue-mouche, Madame Seddon était soupçonnée d'en avoir acheté chez le droguiste voisin. Et l'on supposait qu'Henry Seddon l'avait administré en tisane à Miss Barrow, ce qui avait provoqué sa maladie et sa mort rapide. Le médecin qui avait tenté de la soigner et lui avait rendu visite 11 fois à son domicile continuait d'affirmer quant à lui que sa malade avait bien souffert d'une typhoïde épidémique. En réalité, nous le savons maintenant, les experts qui examinèrent les cheveux de Miss Barrow à l'époque du procès se trompaient lourdement dans leurs conclusions. Et pourtant, ils avaient fait une expérience concluante à leur avis. Les cheveux de la victime étaient imprégnés d'arsenic jusqu'à la pointe. Pour prouver qu'il fallait une dose mortelle, on avait fait l'expérience sur d'autres cheveux coupés qu'on avait trempés dans un bain d'arsenic et qui s'étaient imprégnés jusqu'à la pointe. Ceci par un phénomène bien connu maintenant, la capillarité. Or, normalement, lorsqu'un sujet meurt empoisonné, la progression de l'arsenic s'arrête en même temps que sa vie. Suivez-moi bien, c'est un peu compliqué. Si les cheveux de Miss Barrow étaient imprégnés jusqu'à la pointe, c'est qu'ils avaient trempé dans un liquide empli d'arsenic après sa mort, entre son enterrement et l'exhumation. Autrement dit, l'expérience accablante pour Henry Seddon au moment du procès ne voulait rien dire. Alors on pouvait penser tout bêtement à l'accident. En effet, Miss Barrow avait l'habitude de déposer le papier tue-mouche dans des assiettes qui lui servaient également à se nourrir. Compte tenu de sa propreté plus que douteuse, n'avait-elle pas absorbé lentement de l'arsenic en mangeant dans des assiettes mal lavées ou pas lavées du tout? Les 2 accusés, Henry Seddon et sa femme, avaient d'ailleurs reconnu qu'ils avaient acheté eux-mêmes de ce fameux papier tue-mouche pour en mettre chez la malade. Et Henry Seddon d'ajouter « Mais c'était si sale, si répugnant, si plein de mouches !» que n'importe qui à notre place aurait fait la même chose. Nous en avons même mis dans une soupière. Si on avait pu, on en aurait mis partout.
Miss Barrow faisait-elle la vaisselle? On peut penser que non. Alors, elle s'est empoisonnée toute seule. Seulement à l'époque, l'expérience soi-disant concluante des experts impressionna les jurés. De plus, le comportement d'Henry Seddon, froid, avare, sûr de lui, ayant réponse à tout, ne fit rien pour l'aider. Personne n'admit qu'il ait gagné 12 shillings de commission sur le contrat d'enterrement de Miss Barrow. Cela n'avait pourtant rien d'étrange, venant d'un avare comme lui. Pourtant, cet avare déclarait lui-même, car c'était aussi un homme d'affaires. On ne devient pas assassin pour récupérer une rente de 3 livres par semaine. On utilise le capital d'un rentier vivant. C'est tellement plus intéressant. Mais Henry Seddon ne plaisait pas aux jurés. Et bien qu'il eût joué sa dernière carte de franc-maçon, bien qu'il eût fait appel en cour de cassation, bien que 300 000 signatures aient demandé son acquittement, bien que ses défenseurs aient supplié le ministre de l'Intérieur d'accorder sa grâce, il fut pendu, le 18 avril 1912, à la prison de Pentonville. Le jour de son exécution, plus de 7000 personnes qui doutaient de sa culpabilité entouraient la prison. L'exécution d'Henry Seddon ne mit pas fin à cette histoire extraordinaire. En effet, quelques mois après, sa femme, dont nous n'avons pas beaucoup parlé jusque-là, devint à son tour le point de mire de l'opinion et de la presse anglaise. Il faut bien dire qu'elle s'était remariée un peu rapidement, et son acquittement avait paru bizarre, si l'on veut bien se rappeler que c'était elle qui avait acheté, chez le droguiste du quartier, le fameux papier tue-mouche. L'accusation avait un peu trop oublié ce personnage falot pour se consacrer à Henry Seddon, dont le caractère était beaucoup plus intéressant. Eh oui, l'ex-madame Seddon fit publier, moyennant une forte somme, une confession bien étrange dans l'un des plus grands hebdomadaires londoniens. Elle affirmait dans cette confession avoir vu son mari recueillir l'arsenic qui se trouvait sur le papier tue-mouche et le verser dans le thé destiné à Miss Barrow. Bien entendu, si elle n'en avait pas parlé à l'audience, c'est que son mari l'avait menacée de la tuer si elle ouvrait la bouche. Elle ajoutait qu'Henry Seddon l'avait rendue extrêmement malheureuse et réduite à l'esclavage, et pour conclure, elle demandait à l'opinion publique de cesser de la considérer comme une criminelle. Eh bien, l'opinion publique la considéra comme une criminelle, car ce n'est pas tout. 2 semaines après cette confession, elle en publiait une autre, dans un autre hebdomadaire, disant que ses aveux avaient été inventés, qu'elle n'avait rien vu, rien dit, mais qu'elle considérait comme normal le verdict de la cour d'assises. Très peu de temps après, elle s'embarquait avec son nouveau mari pour oublier tout ça, en Australie. Henry Seddon, avant sa mort, s'était contenté, lui, de déclarer « Personne n'a eu pitié de moi. Je suis la victime d'une injustice et ma mort sera un meurtre judiciaire. Si on enlève à un accusé le bénéfice du doute auquel il a droit, la justice n'a plus aucune excuse si elle se trompe et exécute un innocent. Mais je préfère la mort à un emprisonnement à perpétuité. » Que l'on soit persuadé ou non de la culpabilité d'Henry Seddon, il faut bien reconnaître une chose, c'est que cet homme intelligent avait mis le doigt sur le point faible de son procès, le bénéfice du doute. Lorsque les jurés anglais condamnent, ils doivent le faire sans aucun doute possible. Ce qui est extrêmement gênant, c'est que le bourreau, lui aussi, exécute sans aucun doute possible. Vous
venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.